Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 16 juin 2023, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme à chaque fois. Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mina? Très bien. Ça se passe bien? Contente de te retrouver. Moi aussi, je suis très contente de te retrouver, de retrouver toute l'équipe Bonjour d'Algérie, nos téléspectateurs aussi. Je t'ai manqué, j'espère. Beaucoup. J'avoue. Ouais. Pour une fois. J'avoue que la semaine dernière, j'étais prête à partager mon café. Mais la semaine dernière. Oui, bien sûr. La semaine dernière. Quelle coïncidence. C'est comme par hasard. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Quelle coïncidence. Écoute, Quelle coïncidence. Alors aujourd'hui, nous allons parler de musique, Mina. Nous allons parler de musique puisqu'il y a un très bel événement, un événement traditionnel Ouais. d'ailleurs, puisque nous parlons de la 23e édition du Festival européen de musique qui a commencé hier, le 15 juin, et qui va se poursuivre jusqu'au 21. Alors aujourd'hui, nous aurons deux représentants. Donc nous aurons... tu connais le groupe Zebda? Oui, bah oui. C'est un Évidemment. groupe quand même, c'est un groupe quand même assez légendaire, hein. Environ un peu plus de 30 ans Non. Si, un peu plus. Oui, mais ils ont fait le buzz Vers les débuts des années 2000, Années 2000, oui. tu te rappelles? Tomber la chemise, oui. Oui. Exactement. Bah oui, évidemment. Et comment? Qui ne connaît pas? Eh ben, j'espère qu'ils seront avec nous ce matin. Nous aurons aussi un groupe qui vient de la Grèce, cette fois-ci, donc qui vont se produire ce soir. Et nous allons aussi parler toujours d'art. Nous allons nous intéresser à la poésie, toi qui adores la poésie, n'est-ce pas? Beaucoup. Mais cette fois-ci, ça va être très particulier puisqu'on va avoir une très jeune poétesse qui sera parmi nous. Donc, elle a édité son recueil de poésie. Elle est vraiment jeune, hein. Quel âge? 14-15 ans, quelque Ah chose oui, comme ça. oui, très jeune. Voilà. Très jeune. Voilà, donc qui a édité son recueil de poésie Entre deux mondes. Elle viendra donc nous parler de son livre, de son recueil de poésie, mais surtout les thématiques, hein, n'est-ce pas? Franchement, je suis Tu as, curieuse de... tu as déjà jeté un coup d'œil. Oui, j'ai jeté un petit coup d'œil. Voilà, tu as déjà jeté un petit coup d'œil. Voilà, quelque chose qui t'a attiré? Eh ben, le premier poème... Sur lequel tu es tombé. Exactement. Voilà, généralement, c'est le premier contact que nous avons avec le texte, c'est ce qui nous retient le plus. Voilà, ben, nous aurons un peu plus de détails dans un petit moment. Et encore une fois, toujours parlons d'art et d'artisanat et à l'occasion de la journée mondiale du tourisme qui correspond au 26 juin de chaque année. Une très belle exposition se tiendra du 23 au 27 de ce mois. Donc, une exposition qui va réunir plus d'une vingtaine d'artisans, d'artisans, d'artistes aussi. Et on aura donc l'occasion d'avoir un peu plus de détails sur les objets qu'on peut trouver. Ça t'intéresse, toi, hein, Ah bah oui. ce genre de salon? J'aime bien, Voilà. évidemment. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau finalement, hein. Il y a toujours quelque chose de nouveau, authentique, quelque chose d'authentique. Voilà, quelque c'est chose toujours du traditionnel modernisé, C'est ça, n'est-ce pas? exactement. Toujours avec des touches très Une petite- particulières. Voilà, nouvelles. mais ça reste toujours dans le traditionnel, c'est ça Dans qui le est bien. traditionnel, voilà, effectivement. Et aussi, le 14 juin de chaque année, c'est la journée mondiale du don du sang. Alors, l'Algérie a été félicitée, d'ailleurs, donc nous remercions tous les donateurs fidèles, hein. Donc, il y a des donateurs qui ont plus de 30 ans, qui vraiment donnent de leur sang chaque année, plusieurs fois par an. D'ailleurs, puisqu'on peut donner pour les femmes 3 fois par an, pour les hommes 4 fois par an. Donc il y a vraiment des fidèles qui sont là à donner leur sang pour sauver la vie des autres. L'Algérie a été félicitée donc, par rapport au pourcentage, donc par rapport au pourcentage des personnes donateurs. Et justement, l'Algérie a été choisie pour abriter les festivités internationales donc, du don du sang. Et nous allons en parler cette matinée. Et bien entendu, comme chaque vendredi, Dr Fathi Benachnou sera parmi nous. Tu devines de quoi il va parler aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui, je devine. Je ne sais pas pourquoi je me suis sentie visée par sa thématique ce matin. Très bien, oui, je me demande, hein, tiens, je me le demande, hein, faudra lui poser la question. Exactement, il va parler des panaris ce matin. Alors, je me sens vraiment visée par ça. Tu devrais, oui, sans toi viser. Sans toi viser. Voilà, effectivement. Alors justement, Dr Fathi Benachnou, il va nous parler des panaris. Alors, c'est très fréquent, hein, finalement, c'est très fréquent, mais nous allons quand même revenir sur les véritables causes des panaris et surtout leur prise en charge parce qu'il faut quand même se prendre en charge très rapidement. Voilà pour le menu de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Mais sinon, il va faire beau. Il va faire surtout chaud. Il va faire surtout chaud et humide. Hein.
Pas autant que ça. Pas autant que ça. Non, pas autant que ça. Ouais, non. Sinon, je l'aurais ressenti au niveau capillaire. Oui, voilà. Oui. Oui, voilà. Toi aussi. Unité de mesure, unité de mesure de l'humidité. Exactement. On l'aurait bien ressenti. Oui. Voilà, un peu plus de détails, Mina? Oui. Très bien, alors ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et une carte plutôt ensoleillée ce matin, Mina. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Sauf un petit peu à l'intérieur du pays. Bon, il faudra s'attendre à un petit peu de pluie ce soir à l'intérieur. Ah, donc ça va. Oui. Donc ça va. Mais sinon, les autres régions, il va faire plutôt chaud. Il va faire plutôt chaud. Il va faire très très chaud. Voilà, un peu plus de détails. Ça commence à augmenter. Ah oui, bah c'est la période. C'est la période. C'est la période, tout à fait. Effectivement. On n'est pas encore entré en été, hein. Encore quelques jours. Bientôt. C'est 21 jours. Très bientôt. Voilà. Quelques jours encore. Mapprach. Juste quelques jours. Quelques jours et puis... 4 jours. 5 jours. Je sais pas. 5 jours, dans 5 jours. Je sais même pas à quelle date on est. Nous sommes le 16 on est le 16, et l'été c'est à partir du 21 juin. D'accord. Déjà le 16, ça passe vite. Oui, mine de rien, déjà la moitié de l'année 2023. Ouais. Voilà. Oui. Mais sinon, on va découvrir d'aujourd'hui. On y va. Bon, bonjour à tous et très bon réveil. Effectivement, il fera très très beau aujourd'hui avec un ciel dégagé à l'ouest et au centre. On notera quelques passages nuageux en début de matinée. Vers la partie est, ça va s'améliorer progressivement à partir de l'après-midi. Des cumulus vont se former vers l'intérieur avec le retour de quelques faibles pluies, mais pas grand-chose en fin d'après-midi et en début de soirée à l'ouest et au centre sur la partie sud. On notera quelques orages sur le Hogar et le Tassili avec quelques faibles pluies en journée et puis beaucoup de soleil vers l'extrême sud, le Nord Sahara ou encore le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure. Le mercure atteindra les 39 degrés du côté de Rilizen-Schlef. On notera 35 degrés à Tlemcen, Oran, 32 degrés à Alger, 33 degrés à Tizi Ouzou, on notera 36 degrés à Ghardaïa, 39 à Béchar, 39 également à Tindouf, 41 degrés à Ilizi. On notera 44 degrés à Insalah et enfin 45 degrés à Adrar, Borj Badji Moukhtar et Ingezem. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt agitée à l'est du pays, peu agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest, entre 20 et 50 km/h sur le centre, et enfin entre 30 et 40 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, on notera un ciel dégagé à Dallas, voilé à Mexico. On notera des pluies à Miami et Montréal. Côté température, eh bien, on notera 19 degrés seulement à Vancouver, 24 degrés à Montréal, 32 degrés à Miami, 36 à Dallas et enfin 23 degrés en Californie. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure, midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc une carte plutôt rougeâtre. Beaucoup de rouge, oui. Beaucoup de rouge. Oui. Beaucoup de rouge. Oui. Hausse sensible des températures. Hausse sensible, donc, effectivement. Surtout Rilizen, Schlef. Oui, à l'intérieur. Il fera du pays, très très chaud. Très très chaud. Donc encore une fois, on rappelle les mesures de sécurité, les mesures d'hygiène de vie. Boire beaucoup d'eau, se protéger du soleil. Et si vous sortez, protégez-vous surtout la tête. Voilà, surtout. En tout cas, merci beaucoup. Mina, merci, pour tous ces détails. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. Tout à fait. Demain, non, pas demain. Non, pas demain. Non. Bah non, à 9h30. Bah oui. Et demain aussi. C'est-à-dire que lorsque tu m'avais dit que la semaine dernière, tu étais prête à partager ton café, je me disais peut-être qu'à 9h30, s'il en reste... S'il en reste, ça m'étonnerait, mais si, peut-être voilà, que... s'il en reste. Parce que tu sais, pour les amateurs de café, la dernière goutte est très importante. C'est la plus importante. C'est la plus importante. C'est la plus importante. La dernière goutte. Je connais cette sensation. Hein. Il y en a qui tueraient pour la dernière je connais cette sensation. Bon, pas à ce point-là, mais je connais cette sensation quand même. Bon, j'espère qu'il en restera en tout cas d'ici 9h30, sinon tu m'inviteras à un café. Hein. Tu m'as pas vu depuis 2 semaines, franchement. Bien, avec plaisir. Voilà. Merci avec beaucoup, plaisir. Mina. Généreuse, Mina. Mina, t'as vu ça? Tina Riwan, ça te dit? De quoi? Tina Riwan, ça te dit? Ah oui, beaucoup. Magnifique. Alors à tout à l'heure, Mina, pause musicale en compagnie de Tina Riwan et on se retrouve juste après.
Et voilà, c'était donc pause musicale en compagnie de Tina Riwan et Dr Fethi Benachnou. Nous rejoint Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va, docteur? Ça va, après avoir écouté Tina Riwan, c'est excellent. C'est excellent. Mais c'est du blues. Est-ce que c'est typiquement de la région, la musique? Typiquement de la région, oui, modernisé, parce que la guitare c'est électrique, du blues, par exemple, hein, c'est du voilà, blues. c'est du blues. Même effectivement. l'intonation des chanteurs. En fait, il y a une fusion. Elle est réussie. Elle est C'est avec réussie, c'est vrai. la fusion, elle est réussie. Voilà. C'est ce qui permet aussi l'internationalisation de la musique. Hein, donc, oui, bien sûr. Ce qui permet finalement à la musique de voyager. Avec un bémol. J'écoute la world music, la fusion, tout ça. Mais dans la fusion, il ne faut pas perdre ça. Moi, j'aime bien que moi, je fusionne avec toi, mais toi aussi fusionne avec moi. Elle me dirige un rbab, les grands orchestres. Pourquoi ils ne mettent pas un rbab? Pourquoi ils ne mettent pas mondol? Probablement, ça existe. Hein. Sauf, oui, probablement, je reconnais un excellent morceau, Desert Rose, de Mamie avec Sting. C'est merveilleux, voilà. la composition. Vous êtes à la page, docteur, hein? Mais pourquoi vous voulez il y a un... Je vous taquine. Ah, d'accord. Je vous taquine, je vous dis pourquoi. Pourquoi? Je vous taquine parce que la rubrique d'aujourd'hui, vous allez beaucoup me taquiner. Ah oui, voilà. alors allons-y. Alors je prends mes devants. J'ai deviné. C'est pas caché que ce sein que je ne saurais voir. Caché ce pouce que je ne saurais voir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs depuis le début de l'émission. Hein. Même depuis la dernière fois. Ah, bien sûr. Voilà. Mais ça dure. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il faut enlever le... c'est le dernier pansement de toute façon. Il faut l'enlever, il faut laisser à l'air. C'est le dernier pansement, donc j'ai eu mon contrôle cette semaine, ça va être pour ne pas faire la cuisine, pour ne pas faire le... J'aurais souhaité, mais bon. Mais bon, alors aujourd'hui, on va parler des panaris. Panaris, pas de Paris, des panaris. Des panaris, non, pas de pain au riz. Un jour, pourquoi pas. Ok, panaris. Des panaris. Alors, c'est très fréquent les panaris quand même, docteur. Très importante remarque, c'est important. Panaris, c'est quoi? C'est une infection. Tout notre corps est sujet à des infections. Mais on est protégé par un excellent organe. Je dis bien, au même titre que l'estomac, les poumons, les reins, c'est la peau. La peau, elle protège notre intérieur. Qui n'est pas. Mais à partir du moment où il y a ce qu'on appelle une porte d'entrée, les microbes qui sont là autour de nous, partout, ils trouvent une porte d'entrée, c'est comme un rat ou les souris, ils trouvent là. Il y a aussi autre chose, une merveilleuse machine. Plus qu'une machine, c'est les mains. Et plus encore, c'est les doigts. Et plus encore, c'est ce qu'on appelle la pulpe des doigts. Ça. Et regardez cette merveilleuse machine. Vous posez vos doigts sur quelque chose, c'est dur, c'est froid, c'est tendre. C'est la même chose pour les pieds. Quand vous marchez, l'information, c'est la pulpe. Et c'est recouvert par un ongle. C'est ce qu'on appelle les fanères. C'est comme les cheveux, c'est ça. Pourquoi? Imaginez qu'on n'ait pas d'ongles. Nos doigts ne seraient pas... L'ongle, il protège. Et c'est regardez, ça c'est extrêmement important. L'ongle ne pénètre pas dans la peau. C'est très très bien calculé, créé, et il reste. Mais il y a des moments où... Ça c'est le début du panari, parce qu'il y a une évolution. Mais il y a des moments où, surtout, je vais citer les plus fréquentes, ceux qui se rongent les ongles. Les ongles, effectivement. Des fois, on déchire, on arrache voilà. tout ça. Stop, dès que vous arrachez, c'est une porte d'entrée du microbe. Alors, vous avez un début, c'est une inflammation classique, rougeur, tumeur, rougeur, chaleur. Ça, c'est les trois éléments, tumeur, rugor et là, ça commence comme ça. Et justement, quand ça commence comme ça, docteur, ça peut même donner des fièvres. Oui, c'est vraiment tout à fait au début, rougeur. ça peut donner des fièvres. Voilà, et c'est là où on peut appliquer
il y a des choses à faire, mettre sa main dans de l'eau savonneuse, de l'eau de javel, tout ça pour arrêter cette évolution. Mais il arrive qu'il y ait ce qu'on appelle du pus, parce que infection égale pus. Il y a ce qu'on appelle une collection purulente. Une collection purulente. Et comme c'est extrêmement sensible, c'est pour ça que je disais, quand on met la pulpe des doigts, on peut... Ouais, ça c'est la féminité, quel que soit X. Vous avez là sur le côté gauche, vous avez un début de collection purulente. Ça c'est le deuxième stade si on laisse évoluer. Voilà, ça c'est important. Je connais la détentrice de cet ongle. Et là, ce qui est important, c'est le fait que ça évolue. On laisse. Le pus, ça veut dire que ça travaille. Et très important, le fait que savoir, attention, je le dis tout de suite, rapidement, il faut faire un bilan glycémique. Quand on a ces apparitions d'une infection soudaine ou bien on a des furoncles quelque part dans le corps, je crois qu'il est recommandé de faire un bilan glycémique. Surtout quand c'est flamboyant comme ici. Là, c'est réellement flamboyant, c'est-à-dire que c'est très important. Donc là, c'est enflé, on commence à comprendre que ça se remplit à l'intérieur. C'est très bien fait, regardez, la régie a très bien fait. Ils ont entouré d'un trait et la collection purulente à la base de l'ongle, à l'endroit où il y a l'insertion de la peau, là, ça évolue. Je me demande comment on a laissé évoluer jusqu'à ce stade-là. Et là, c'est très douloureux. C'est très douloureux, oui. Parce qu'il y a une tension. Et c'est quoi? C'est cette collection purulente. Ça augmente, c'est un volume, c'est comme c'est quelque chose qui vous pousse. Donc, la première des choses à ce stade-là, c'est évacuer. Là, c'est pas soi-même, aller à l'hôpital et c'est une mini-opération chirurgicale. Mais attention, c'est pas uniquement évacuer le pus, parce que ça travaille à l'intérieur. Et ça bouffe, attention, j'ai vu sous un panari, j'ai vu un trou assez large, parce que le pus, il avance. Et c'est quoi le pus? Le pus, c'est la destruction des microbes par les globules blancs. Je résume d'une façon hyper. Donc là, il faut aller en urgence au niveau de l'hôpital. Surtout ne pas le faire soi-même. Surtout ne pas le faire soi-même. Surtout, ce que je viens de voir, ces photos sont extrêmement expressives. Elles devraient figurer dans un livre de chirurgie. Mais attention, c'est de la petite chirurgie, mais il faut que ça soit bien fait. Ça, c'est important. Mais moi, j'insiste à ce niveau-là de faire un bilan glycémique, même quand c'est parti tout ça, faire un bilan glycémique, ça peut être les signes d'un... Ça pourrait être. Ça pourrait être. Justement, docteur, par rapport à cette photo, donc il y a des personnes comme ça qui se coupent les ongles, même si c'est avec un coupe-ongle, mais à ras. Et là aussi, ça peut être ça peut provoquer encore une fois. Écoutez, c'est comme si vous portez une veste. Une veste, elle vous protège. Mais s'il y a un trou, il y a un clou qui l'arrache, tout ça, c'est ça la peau. Notre peau, je le répète, c'est un organe qui nous protège, qui protège contre la peau est quelque chose de merveilleux. Il y a des sécrétions, il y a qui nous protègent. Mais quand il y a une déchirure, aussi petite soit-elle, c'est ce qu'on appelle une porte d'entrée de microbes. Et c'est là où c'est dangereux. Alors là, vous avez très bien fait de couper les ongles. Oui, on se coupe les ongles. Au début, on fait ça. On trempe sa main dans de l'eau savonneuse avec de la javel pour attendrir. Mais en général, ça évolue. Se couper les ongles. Mention, mais chez spécial, mention extrême urgence, les diabétiques. Il y a le père d'une collègue qui est mort à cause d'un panari. Il était diabétique. À cause d'un panari. Alors, ce qui est bien, on va faire un peu de culture. Dans la culture algérienne courante,
On dit que c'est le Qunta qui a d'accord. le Qunta. Quand quelqu'un a été très touché, très malmené, et il a gardé ça en lui, alors le Qunta qui, regardez, voilà, c'est là, il y a même au niveau des pieds. Ça, c'est le Qunta. L'angoisse. L'angoisse. Oui. Non, c'est quelqu'un qui vous a fait mal et que vous ne pouvez pas réagir. Une peine, une angoisse. Une peine, une voilà. angoisse. Elle est خرجت لك. هذيك قنطة خرجت لك. D'accord. Regardez comment le génie des peuples et des sociétés, comment ils font. Comment Et- il donne finalement Ouais. cette explication sociétale, on va dire. Sociétale. Mais Et sinon, docteur, il y a aussi les astuces de grand-mère qui parfois marchent bien et parfois, quand on passe à côté, il y a la fameuse solution des oignons. Donc, On n'est-ce y pas va là pour le shawada. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une pratique qu'on a de tout temps utilisée. Hein. Donc dans la société, quand on a un panerai, première chose à laquelle on pense, c'est les oignons qui sont un petit peu réchauffés avec de l'huile d'olive. Je ne l'ai pas fait, docteur. Ouais. Alors, je vais ajouter Voilà. une autre pratique de grand-mère. Voilà, cataplasme d'oignon. Merci. Ahmed. Cataplasme. Voilà, je me disais, j'étais en train d'essayer de me rappeler du mot. Kata, هذيك Voilà. kata, c'est clair. Oui. Il y a le mi'a. Il y a le mi'a, c'est une sorte de pâte goudronnée, tout ça, que l'on place sur le panari et qui ferait... Non, moi, en tant que médecin, je reste médecin. Quand il y a une collection purulente, c'est dangereux, c'est l'hôpital, parce que la collection purulente va évoluer Oui. et peut donner. Et ce qu'il faut retenir, c'est les pieds, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les doigts sont extrêmement importants et extrêmement sensibles. Donc, il faut réellement faire attention. Et je reviens sur ce que vous avez dit au sujet de se couper les ongles. Les diabétiques, là, je demande qu'en urgence, on développe de la podologie, c'est-à-dire une spécialité. On est médecin et podologue. Ce n'est pas les manucures avec les doigts d'artiste ou trucs. Ça, c'est de Non. l'esthétique, c'est autre chose. Mais attention, même chez l'esthéticienne, il ne faut plus utiliser la même lime, tout ça. Il faut utiliser, c'est comme dans le don de sang, et il faut que pour chaque personne, il faut un matériel réutilisable et un matériel Stérilisé. jetable, stérilisé et pour spécifique à la personne. Oui. Dès qu'on a terminé avec la personne, il faut jeter. Mais il faut développer la podologie et en même temps, c'est la manucure, mais une manucure, comment dirais-je, professionnelle, scientifique. La personne qui fait ça doit être formée, moi je le dis, au niveau de la faculté de médecine. C'est pas un petit stage à droite, à gauche, parce que c'est important et on va le dire vers la fin. Montrez votre joli pouce. C'est votre joli pouce. Vous avez. Non, Ça va beaucoup mieux, docteur. vous êtes. C'est Non, vraiment, vous- c'est vraiment le dernier pansement hein, de la semaine. Non, très bien. قال لك اللي حبني حبني بخنوتي. Ça c'est le truc. Si on est attiré par moi, quel que soit, et que ça c'est la traduction. Non, c'est important. Et vous en parlez parce que vous l'avez vécu. Je l'ai vécu, effectivement. Parlez un petit peu de Ce la n'est douleur. pas agréable du tout. C'est vrai Voilà. que c'est pas du tout, Désagréable très même. très Très désagréable, désagréable. gênant, désagréable. Voilà. Et voilà. Et c'est un panari, c'est fréquent. Attention. Et je terminerai par le fait qu'il faut faire un bilan glycémique dans ces cas-là. Voilà, Et surtout. attention, les diabétiques, il ne faut pas mettre du psalo, je ne sais pas trop Oui. quoi. Quand on a un panari, il faut tout de suite aller consulter et nettoyer cette collection purulente. Et ça, c'est important. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, docteur, pour ces informations, sensibilisation surtout. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, c'est quelque chose de courant, Oui, de courant, fréquent, effectivement. mais qui peut être Voilà, qui peut méchant. évoluer comme J'ai toute autre- comme toute j'ai autre le infection, père d'une effectivement. collègue qui était Voilà. diabétique et qui est mort à cause de quoi? D'un panari. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Docteur, on se voit la semaine prochaine. Si vous êtes Inch'Allah. là. Je suis là, Inch'Allah. Je serai là. Merci beaucoup, docteur. Vous avez évoqué le don du sang et justement, le 14 juin de chaque année, nous célébrons la journée mondiale du don du sang. Je vous laisse voir ce reportage réalisé par Amélie Séridil et on se voit juste après pour en parler d'ailleurs.
Une opération de grande envergure au niveau de la place du 1er mai à Alger. Des centaines de volontaires se sont déplacés aujourd'hui pour apporter leur contribution précieuse à une cause noble, sauver des vies. Je suis là pour donner du sang à la maman de mon ami. Donc on est là pour donner du sang. Normalement, c'est le centre de sang qui va se déplacer vers les donneurs. Le don de sang est une bonne action. C'est une réelle occasion de sauver des vies. Je conseille à tout le monde de le faire. Une équipe de professionnels de la santé, composée de médecins, d'infirmiers et de techniciens de laboratoire, a supervisé l'opération. C'est la journée mondiale des donneurs de sang et c'est la première journée qu'organise l'Algérie. Donc l'OMS nous a confié cet honneur, donc nous devons l'assumer. Nous avons fait plusieurs activités, plusieurs actions, de grands stands mobiles aux standards internationaux avec les recommandations de l'OMS par rapport à la communication, par rapport aux bonnes pratiques. De bonnes pratiques qui ont permis à l'Algérie d'être choisie cette année par l'OMS pour abriter la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang. C'est un honneur pour l'Algérie d'être choisie par l'Organisation mondiale de la santé pour célébrer cette journée. Notre objectif est de sensibiliser d'abord les citoyens et d'inculquer la culture du don de sang. Ces opérations constituent un support essentiel pour la promotion des prestations sanitaires dans notre pays. Le fait de retenir l'Algérie n'est pas fortuit, c'est aussi pour célébrer, pour reconnaître les efforts de ce pays qui a tant donné pour répondre aux besoins en matière de santé de sa population et particulièrement à ce qui concerne la question, le défi lié au sang. Geste salvateur, le don de sang demeure un acte solidaire qui implique tout un chacun et à longueur d'année. Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage autour du don du sang réalisé par Amel et Seydel. Nous en parlons ce matin, d'ailleurs en compagnie du président de la Fédération nationale du don du sang, à savoir Dr Abdelmalek Saïh. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Et parmi nous également le secrétaire général de la Fédération nationale des donneurs du sang, Dr Rafiq Boussalem. Bonjour. Marhaba bik. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba. Alors, Dr Saïh, je vais commencer par vous. Alors, il faut dire que cette année, le 14 juin, donc ça a été plutôt une journée dédiée aux donneurs du sang. Ça a été aussi une journée où l'Algérie a été choisie par l'OMS pour abriter les festivités d'ailleurs du don du sang. Cela prouve un petit peu le travail et l'engagement de l'Algérie par rapport à cette action humanitaire, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ce que vous dites. Par rapport à l'organisation de cette journée, vous savez qu'en matière de don de sang, nous avons deux types de dons de sang. Il y a le don de sang volontaire non rémunéré et il y a le don qui est rémunéré. Nous, l'Algérie, elle a suivi la résolution de l'OMS 28/72/75 qui encourage le don de sang volontaire et non rémunéré. Donc il y a eu différentes résolutions, elles sont en nombre de 6. Et parmi ces résolutions, il y a eu l'OMS en réunion des ministres de la Santé, ils ont proclamé cette journée comme étant une journée mondiale dédiée aux donneurs du sang. Et par rapport à ce choix et le travail réalisé par l'État algérien, cette année, l'Algérie a été choisie par l'OMS pour abriter cet événement mondial dans toutes ses dimensions. Vous savez que cet aspect, nous avons deux dimensions. L'aspect médical, la dimension médicale, certes, et puis il y a l'aspect ou dimension humanitaire qui sert à renforcer les liens entre les humains. Et ça, c'est important aussi pour nous. Donc, bien que le choix il est difficile parce qu'il demande beaucoup de moyens en matière d'investissement, c'est-à-dire que vous avez besoin de moyens financiers.
pour aller vers une culture, et cette culture, pour l'acquérir, ça demande beaucoup de moyens, et pour aller vers le donneur, tout ça. Donc il y a des pays qui ont choisi la voie de la facilité, rémunérer le sang pour avoir facilement le donneur de sang. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Nous sommes pour l'éthique du don de sang, pour la morale du don de sang, et pour l'intégrité de l'organisme, et pas en faire un moyen de gain, d'argent et tout ça. Donc bien que le choix il est difficile, mais on est là pour... Et ce qui a été fait en Algérie, c'est un honneur pour le donneur, pour le peuple algérien, et particulièrement le donneur. Que Alger soit la capitale du monde du don de sang et de l'entraide humaine, parce que le don de sang, c'est un acte qui est universel. Et nous, en tant que fédération, nous sommes affiliés à la Fédération internationale, dont je suis secrétaire général de la Fédération internationale. Et cette proposition elle a été faite pour pouvoir abriter cette... donc il y a une candidature qui a été déposée par l'Algérie suite à la venue du président de la Fédération mondiale. Et là, il y a un travail qui a été fait. Et parce que l'OMS, ils ne font pas de cadeaux, c'est la réalité du terrain qui a fait que l'Algérie soit choisie et être à l'honneur de cet événement. Voilà, ça reste un honneur pour l'Algérie, pour tous les donneurs, surtout, qui répondent présents, n'est-ce pas, qui répondent présents. Alors justement, docteur Bossalem, par rapport aux donneurs du sang, parce que ça reste quand même un acte humanitaire, il faut dire que les Algériens sont très connus en matière de solidarité. Hein, donc vraiment, ils ne ménagent aucun effort lorsqu'il s'agit d'actions solidaires. Alors justement, quelles sont vos stratégies pour approcher les donneurs du sang, pour les sensibiliser par rapport à cette denrée rare, d'autant plus qu'on ne peut ni le fabriquer, ni le produire. Donc la seule manière de l'avoir, c'est ni le conserver d'ailleurs. Donc, voilà. Donc je saute sur l'occasion pour dire que c'est un honneur pour nous, les Algériens, que l'Algérie soit élue pour abriter cette journée-là. Donc à l'intervalle d'une journée, l'Algérie a été capitale mondiale des donneurs de sang. Pour ce qui est de la question pertinente de comment faire pour attirer et sensibiliser la population, d'abord il faut le trouver, le sensibiliser et faire de sorte qu'il soit un donneur régulier. Donc on ne lésine pas sur les moyens qu'on a, et ces moyens-là, ils sont chaque région a sa spécificité culturelle, environnementale. Toutes ces associations dans la fédération, elle est constituée d'associations de donneurs de sang affiliés à travers tout le territoire national et des comités de wilayat. Donc les moyens les plus rapides, les plus faciles, c'est les flyers, c'est les réseaux sociaux, c'est la presse écrite, c'est la presse audiovisuelle, les plateaux de télévision, les radios locales, et les événements, quelle que soit leur nature, culturelle, sportive, tous les mouvements rassembleurs de foule, on est là pour les sensibiliser. Particulièrement, on fait aussi des caravanes médicales. On participe à des caravanes médicales. C'est des événements aussi qui rassembleurs de toutes les catégories d'âge, et pendant lesquels on fait des ateliers de sensibilisation, des classes aménagées à cet effet-là, des projections de vidéos, des projections de PowerPoint pour préparer les gens à faire le don de sang en enlevant tous les amalgames, tous les préjugés liés au don de sang. À commencer par les enfants, les femmes, les hommes, les enfants aussi, surtout les enfants qui sont un investissement à long terme, futurs donneurs. Un enfant bien sensibilisé est un donneur acquis. Voilà. Effectivement. Alors justement, docteur Sayeh, là, c'est un peu comme vient de nous dire docteur Bossalem, c'est ce que vous faites un petit peu pour approcher les donneurs du sang. Donc les donneurs du sang, ils viennent, mais après, ce qui est encore plus intéressant, c'est de les fidéliser par rapport à l'action. C'est vraiment d'avoir des donneurs réguliers. Nous en avons d'ailleurs rencontré des donneurs qui donnent leur sang depuis plus de 30 ans, d'ailleurs, même plusieurs fois par an. Alors justement, comment pouvoir convaincre à devenir un petit peu donneur régulier, d'autant plus que
même sur le plan santé, ce n'est que bénéfique. Oui, effectivement, pour fidéliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un choix qui est un petit peu difficile parce qu'il va falloir mettre les moyens. Oui. Pour garder le donneur, donc il faut bien l'accueillir. Et pour bien l'accueillir, il faut aller vers le donneur. Parce que le donneur, ce n'est pas un malade qui est obligé de se déplacer au niveau d'une structure hospitalière. Et le problème qu'on a eu lors du Covid, c'était ça. Donc, ça a eu un problème de don, d'approvisionnement, parce que les gens avaient peur de se faire contaminer. Automatiquement, on n'allait pas au niveau d'un. Donc, à partir de ce concept-là, c'est-à-dire que le donneur, ce n'est pas un malade. Il faut aller vers ce donneur-là. Et à partir de ce moment-là, quand il est bien pris en charge, il faut humaniser l'acte d'altruisme, de vouloir donner de soi-même. C'est-à-dire quand vous donnez ce qui est plus cher. Quand quelqu'un se fait blesser, il perd quelques gouttes de sang et tout le monde est en panique. Mais là, il va donner un demi-litre, il va donner quelque chose qui va lui générer le bonheur. Ça, c'est un acte. C'est juste pour vous dire que par le moment, quand on appelle poche de sang, moi, je suis un petit peu... ça ne me plaît pas quand on parle... Parce que c'est pas une poche de sang, moi je dirais même c'est une source de vie, une unité de vie pour laquelle l'humanité elle a consacré 17 siècles de travail. Depuis le 2e siècle que Gallius a commencé à travailler, puis par la suite il y a eu succession de bénéfices, après William. Les gens ne savaient pas qu'il y avait du sang qui circulait dans un système circulatoire. Et ça fait... L'humanité, elle a travaillé dans sa diversité culturelle, ethnique et religieuse. Elle a travaillé énormément pour arriver à cette unité de vie, moi j'appellerais unité de vie ou source de vie. Donc si on voit ce concept de la poche de sang, c'est le résultat d'un travail extraordinaire qui a été réalisé par l'humanité. Seulement, donc on était occupé par le côté médico-technique, mais là c'est moralisé et côté éthique. Oui. Donc, côté éthique, je vous disais tout à l'heure que ça, c'est le choix de l'Algérie. Mais pour fidéliser le donneur, moi, je pense qu'il va falloir bien le... Ça, il n'attend rien, parce que celui qui est convaincu par... Donc, c'est-à-dire prendre en charge réellement le malade par un accueil qui est à la valeur, qui est à la hauteur de son acte médical, et ne pas le considérer comme un malade, c'est quelqu'un qui est venu assister ce malade. Et là... vous savez que les objectifs de l'OMS, c'est d'aller vers un don de sang à 100% volontaire. Oui. Et les chiffres qui ont été avancés pour cette année pour l'Algérie, donc on est à 54% de donneurs volontaires. Donc il nous manque 46% qui sont compensés par des dons familiaux. Ça, c'est un point négatif de notre... donc pour aller devant et aller vers ces 100% recommandés par l'OMS, et dans cet acte d'humanisme, il va falloir encore travailler. On le dit en tête de sincérité, c'est vrai qu'en matière de nombre de dons de sang, on est bien. Vous savez que l'OMS vous recommande un taux de 10 pour 1000. Oui. Nous sommes à 15 pour 1000, c'est bien. Mais si on envisage d'autres horizons, c'est d'aller vers le 100%, d'aller vers l'industrie de plasma, il ne faut pas oublier qu'on importe les dérivés du plasma, l'albumine, les hémoglobines, on les importe. Donc ce n'est pas le sang des Algériens. Donc, pour aller à ces horizons qui sont très importants pour nous, donc il va falloir travailler dans le sens de la promotion et de la prise en charge réelle du don de sang et humaniser et bien prendre en charge le donneur. Voilà, alors justement, Dr Boussalem, il y avait des photos qui étaient en train de défiler il y a quelques instants, qui reviennent un petit peu sur cette journée du 14 qui a été organisée. Alors justement, quel a été le programme et quelles ont été les plus importantes recommandations, surtout par lesquelles vous en êtes sortis? Donc le programme il était assez riche. Il y avait tout d'abord les recommandations de toute célébration d'une journée mondiale du don de sang. Même les autres journées, la maghrébine et la nationale. C'est des journées qui sont dédiées aux donneurs de sang. Donc c'était à leur honneur. Donc il fallait honorer déjà ce donneur de sang. Donc il y a eu une cérémonie de reconnaissance à tous les donneurs à l'échelle nationale. Avant ça, il y avait l'intervention du directeur général de l'OMS, l'intervention du représentant de l'OMS Afrique, si je me trompe. Non, régional. Notre invité phare qui était le président de la FIODS, de la Fédération internationale des donneurs de sang. Alors, en hommage aujourd'hui à
Monsieur Gharbi, Monsieur Gharbi Kdor, notre doyen, le doyen fidèle à Canal Algérie d'ailleurs, fidèle à Canal Algérie, on le reçoit pratiquement chaque année. Donc avec ses médailles à son honneur, il a été reçu et honoré à l'image de tous les donneurs à l'échelle nationale. Monsieur Gharbi, c'est un symbole de la générosité de l'Algérien. C'est vrai. À 90 ans, il est toujours avec nous, il est présent. Il n'y a pas si longtemps, il conduisait sa voiture, il allait d'Alger jusqu'à Annaba. C'est juste pour accomplir la mission pour laquelle il se dévoue. Donc c'est pour la raison pour laquelle, donc avec toutes ces médailles qui font honneur à l'Algérie, il est venu, il a été encore récompensé une autre fois. Il a représenté le donneur algérien en cette occasion. Voilà, c'est vrai qu'il a de tout temps accompagné les campagnes de don du sang. Et pour la deuxième journée, c'était une journée thématique. Donc il y avait d'abord une collecte qui a été organisée par notre comité d'Alger, à leur tête professeur Feiga, donc à la place 1er mai. Justement, le ministre de la Santé et toute la délégation étrangère et la fédération y compris ont fait une visite sur le terrain pour voir pour avoir les impressions des donneurs sur le vif. Et il y avait une journée thématique aussi, il y avait des communications, dont deux pour la Fédération algérienne des donneurs de sang. Une intitulée sur l'historique et l'éthique du don de sang, et la deuxième sur justement comment fidéliser les donneurs de sang au don de sang. Et donc voilà la journée, comment elle s'est déroulée. Mais sinon, quelles étaient les principales recommandations de ces deux journées? C'est la nécessité, justement, quand on dit fidéliser, c'est pas pour rien. C'est pas pour revoir souvent le donneur de sang. Derrière toute fidélisation du don de sang, il y a sécurisation du don de sang, de la transfusion. Quelqu'un qui donne régulièrement son sang, il sécurise son sang. Donc c'est un bon donneur. Pas comme le donneur occasionnel. Il a donné cette année, l'année passée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait un tatouage, il s'est fait opérer, est-ce qu'il a pris des drogues, Par contre, le donneur régulier, il est à côté de nous et on sait. Donc il bénéficie d'une manière ou d'une autre, d'une visite médicale finalement, d'un suivi médical. Et grosso modo, la journée, elle a touché plusieurs. Il y a un échange d'informations. Il y a surtout le donneur là. On est là pour le donneur, on l'a honoré, il s'est senti dans sa journée, chez lui. Voilà, mais sinon, hormis M. Kdor Gharbi, qui lui, il a passé toute sa vie à donner son sang, il y a d'autres personnes aussi qui ont dépassé comme ça les 40 années de dons. Oui, on en a. La fédération d'avec, il y avait Hajj Ouhada, si vous vous rappelez, qui était membre fondateur, on en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples d'Algériens. Mais le don de sang, il se fait dans l'anonymat. Et la fédération, c'est une représentation de ces héros-là. C'est juste pour revenir. Il faut préciser que le don de sang, il se fait de manière volontaire et non rémunérée ou rémunérée. Donc, cette journée qui a été dédiée réellement aux donneurs de sang, parce que nous sommes devant un dilemme actuellement. Il y a des arrière-pensées d'ordre économique où il y a des gens qui veulent aller vers le don de sang intensif pour pouvoir justifier, donc par rapport à la production du plasma et tout ça. Donc cette journée spécialement, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour justifier le manque de sang. Par rapport à ces choses-là, il va falloir rémunérer le don pour avoir plus de donneurs. Et nous, notre entité, qui est la Fédération internationale, et à laquelle est affiliée la Fédération nationale, on est là pour
dire qu'on est là, on est là pour préserver la morale, l'éthique. Voilà. Parce que Encore là, une c'est quelque chose qui commence à se constituer, c'est un lobby. Et on est en train, d'ailleurs, il y a eu la justement, vous êtes là pour sensibiliser par rapport, à la condition humaine plus qu'autre chose. Donc, et même les échanges qu'on est en train de faire, il y avait le BA qui était là, c'est l'Alliance européenne du sang, il y avait la fédération. Donc, nous, on est en train de coordonner pour ce concept-là, de dire qu'on est toujours là, et le donneur bénévole, il est là. On ne va pas se laisser faire par des gens qui vont aller dans une dimension pour laquelle on a. Et puis il faut dire que la solidarité a toujours été ancrée dans la culture, la culture de la population algérienne. En tout cas, on vous remercie, M. Abdelkader Sayah, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le président de la Fédération nationale des donneurs du sang. Dr Rafiq Boussel, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des donneurs du sang. En tout cas, on vous souhaite très très belle continuation. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la numérisation des dossiers médicaux. Un cas a été pris en considération, notamment l'hôpital de Hussein Day. C'est justement Walid Yousfi qui s'est intéressé à ce sujet. On se retrouve juste après. Dans cet hôpital du Hussein Day, il n'est plus question de traîner tout son dossier médical avec soi pour une consultation. Désormais, tout est numérisé. Le médecin introduit les informations du patient directement sur cette plateforme numérique destinée à moderniser la prise en charge des malades dans les hôpitaux. Donc on a ici toutes les informations du malade depuis son entrée jusqu'à son état actuel et on peut suivre l'évolution du malade en temps réel. Donc là on peut introduire plusieurs paramètres, à savoir donc les antécédents du patient, le motif de l'admission du malade. L'intérêt de cette numérisation, c'est d'améliorer la communication, que la communication soit instantanée. Je suis à Tindouf, je veux consulter un dossier médical d'un patient qui est actuellement à Tindouf, qui a fait un problème et qui a été hospitalisé dans notre service. Donc le médecin de Tindouf aura accès immédiatement au dossier du malade et connaîtra exactement ce qui s'est passé. Et pourra ensuite, s'il le désire, de prendre contact directement avec le médecin qui l'a soigné. Une plateforme ergonomique à usage facile. Plusieurs séances de formation hebdomadaires sont organisées au profit des médecins pour les familiariser avec cet outil. La formation, généralement, on la programme sur une journée, partie théorique et partie pratique. La partie théorique sur le data show on fait connaître au personnel ici présent, médecins et paramédicaux, ainsi que les manipulateurs de radio et laborantins, leurs tâches, comment faire, comment procéder avec ce logiciel. Puis on fait une deuxième partie pratique sur site. Une initiative accueillie à bras ouverts par les patients, à l'image de Farid qui a été pris en charge dès son arrivée aux urgences. Toutes ces informations sont collectées au préalable à la réception avant d'être saisies sur la plateforme numérique. C'est pratique et ça nous épargne de ramener tout un dossier en main et de patienter plusieurs heures avant de bénéficier d'une consultation ou d'être admis aux urgences. À présent, le dossier médical de Farid est numérisé. Il pourra le retrouver au niveau de n'importe quel établissement hospitalier d'Algérie grâce à son numéro d'identification nationale. Voilà, c'était donc la numérisation des dossiers médicaux au niveau des hôpitaux. Et c'est l'hôpital de Hussein Day qui a été pris comme exemple. Et c'est Walid Yousfi qui s'est intéressé à ce sujet. À présent, place à la poésie. Une jeune poétesse, elle n'a que 16 ans. Elle vient de Tizi Ouzou. Il s'agit de Lina. Wahyoun Lina, bonjour. Bonjour. Marhaba avec Lina. Merci. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ça va. Tu es en quelle année? Deuxième année. Le bac l'année prochaine? Oui. Le bac l'année... Tu es en quelle filière? Matélème. Ça n'a rien à voir, hein, Matélème avec la poésie. Hein. Oui. Je m'attendais à ce que tu me dises, je suis en littéraire, je suis en langue étrangère. Oui. Donc finalement, tu concilies comment les mathématiques avec la poésie? Ça va de soi? Ça me plaît. J'aime les maths et j'aime la poésie. Ça va de soi? Hein? Tu trouves une harmonie comme ça entre la poésie et les maths? Ah oui. Bravo. Merci. Bravo. Alors Lina, tu n'as que 16 ans et tu as déjà publié ton recueil de poésie intitulé Entre deux mondes. D'où vient la passion pour la poésie? J'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'aimais la poésie.
Magnifique. Déjà à 11 ans, je lisais un peu. Après, un jour, je me suis dit pourquoi j'écrirais pas de même. Ah bah tu as raison. Après, j'ai pris un stylo, une feuille, j'ai essayé, j'ai rassemblé toutes mes idées. Tu lisais quoi comme poésie avant de commencer à écrire? Sur les réseaux. D'accord. N'importe quel poème que je trouve. D'accord, ce qui te plaisait, comme ça. Il y a des thématiques comme ça qui te plaisaient lorsque tu lisais avant de commencer à écrire? Non, pas spécialement. J'ai pas genre... De belles paroles, de belles rimes et voilà, et ça t'emporte. N'est-ce pas? Oui, voilà. Très bien. Alors, parle-moi un petit peu de tes écrits, Lina. Donc, tu as commencé à l'âge de 11 ans à écrire, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tu écris, tu te fais lire par quelqu'un? Il y a quelqu'un qui te donne son avis ou... Oui, je montrais à mes camarades en première année. Après, avec les années, j'ai montré à mon cousin. Oui. J'ai montré à mes parents, mes profs. Et ça plaît, j'imagine. Ça plaît beaucoup. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. À quel moment tu écris? Ça dépend, quand il y a l'inspiration. Voilà, quand il y a l'inspiration. Voilà, ça c'est la réponse typique des écrivains et des artistes. Il y a un moment particulier? Le soir? Non, ça dépend. À la belle étoile? Oui, c'est ça. Voilà, en plus tu habites dans un endroit magnifique, féerique aussi. Gâté par la nature, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors tu écris sur quoi? Ça dépend chaque fois, le sujet, sur... Par exemple? Beaucoup de sujets, genre la peur. La peur? La peur de quoi? Par exemple. La peur de quoi? Ça dépend de l'avenir, de la vie. Tu y penses déjà? Oui. Tu n'es pas trop jeune pour ça? Non? Non. Non? Déjà l'année prochaine, j'ai bac, donc oui, la peur du bac. Voilà, l'angoisse du bac, effectivement. Oui. Oui, l'angoisse du bac, c'est vrai, tu as raison. Oui. Oui, c'est vrai que le bac, moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai passé, donc pour moi, c'est un peu dépassé, mais c'est vrai que pour toi, ça va venir l'année prochaine. Je suis déjà stressée, c'est les vacances. C'est normal, parce que moi, je me rappelle, au lycée, on me disait que le bac se prépare en première année lycée, et non pas à la 3e année. Donc on a 3 ans de préparation et non pas que l'année du bac, effectivement. Autre thématique aussi, hormis la peur, sur lesquelles tu écris? Sur la maman. J'écris sur maman. Ça. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Ah, ta maman est très contente. Hein. Oui. N'est-ce pas? Papa n'est pas jaloux? Un peu. Un peu. Allez, très bientôt un poème pour papa. Ah oui, voilà, bien sûr. Très bientôt. Bah, il ne faut pas faire de jaloux quand même. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Très bien. Tu veux bien partager un de tes poèmes avec nous? Oui. Tu veux bien nous faire une petite lecture? Sur la maman. Allez, vas-y. Ah, là, comme ça, le papa va être jaloux. Tu vas le rendre encore plus jaloux parce qu'il est là, il est juste à côté. Hein. Voilà, maman, j'ai peur. On va demander à la régie d'éteindre la télévision qu'il y a au niveau de la salle des invités, comme ça papa ne sera pas très pour qu'il ne soit pas jaloux. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, maman, j'ai peur. Je me suis rendu compte que le temps court et court, il ne m'attend pas et qu'aujourd'hui ne viendra qu'un souvenir. De jour en jour, je grandis, mais je ne suis qu'une apprentie. La vie change, le futur approche d'un grand pas. Et moi, je ne suis pas prête. Là, c'est bon, je prends ma retraite. Maman, j'ai peur, peur de mon futur, de mon avenir. J'ai peur, maman, j'ai peur. Maman, prends-moi dans tes bras, raconte-moi une histoire chaque soir. Maman, ne me laisse pas. Toutes ces voix qui tournent autour de moi. Maman, dis-moi, ai-je raison d'avoir peur de toutes ces trahisons? Maman, j'ai peur. Je me pose toutes ces questions, restées sans réponse jusqu'à présent. Maman, aurais-je un meilleur avenir? Maman, mes choix sont-ils sages? Maman, je t'aime. Ah mon Dieu, c'est dur ça. Ah, ça c'est dur. Elle a vu ta maman ce poème? Oui. Et elle en pense quoi? Elle a aimé. Elle a aimé. Tu me permets juste, là je vais communiquer avec notre réalisateur, Abou Nejma. Alors Abou Nejma, c'est très simple. Tu peux toucher à ses yeux mais pas à sa fille. Là, tu peux très bien toucher à ses yeux mais pas à sa fille. J'ai juste envie de lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Oui. Mohamed, il est ému. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi, Mohamed, d'autant plus que tu ressembles à sa fille. Tu le feras à la fin de l'émission. Il a dit, il te fait un gros bisou au niveau de la tête. Merci. Voilà. Non, mais c'est vraiment magnifique ce que tu écris. On voit qu'il y a beaucoup de maturité finalement pour ton âge. Donc, on imagine que tu as une relation plutôt particulière avec maman. Oui. Beaucoup de complicité avec maman, n'est-ce pas? Ça, oui. Voilà. Mais maman est toujours là pour toi. Oui, c'est vrai. Elle est toujours là pour toi. Elle te lit toujours de belles histoires? Autrement? Oui. Pas des histoires de petits enfants, mais autrement, oui. n'est-ce pas? Autrement. Très bien. Donc, finalement, là, tu vois, même moi, je suis émue. J'arrive même pas à poser mes questions.
Mais moi, je suis émue. Alors, dis-moi, Lina, donc, lorsque tu écris comme ça, tu ressens quoi au moment présent? Parce que tu m'as parlé de la peur. Là, c'est un autre poème qui parle encore une fois de la peur. Je me sens apaisée en fait, parce que c'est un moyen de s'exprimer et tout. Tu t'exprimes à travers la poésie. Voilà. Vaut mieux s'exprimer à la poésie que de parler. C'est meilleur pour toi. Voilà. Et c'est très beau aussi. C'est très très beau aussi. Alors, tu as décidé d'éditer ton recueil, donc entre deux mondes. Pourquoi entre deux mondes? Entre deux mondes, ça signifie pour moi, c'est genre entre la joie et la tristesse. D'accord. Parce que mes poèmes, c'est un mélange de joie et de tristesse. D'accord. Il y a un autre poème sur la joie? La joie. Oui, parce que là, tu sais, nous sommes très émus. On a bien envie d'avoir quelque chose qui nous réconforte un peu. Voilà, le printemps. Allez, vas-y. Le printemps arrive, chante des oiseaux à l'heure de l'aube. Il fait oublier les mensonges. Et les masques tombent, les champs qui fleurissent, odeur si belle au petit matin. Tout ça vient avec lui. Le soir, le coucher du soleil, si beau, si doux, moment de calme, nuit sans pensée. Puis le jour vient, le soleil se lève. Journée passée dans le jardin, pleine de beauté, à admirer, à s'en inspirer. Magnifique. Très, très, très joli. Donc, on voit que la nature dans laquelle tu vis a une influence sur toi aussi. Oui, parce que là où tu vis, c'est magnifique. Du côté des vrai. Au pied du Jordura, tu m'avais dit? Voilà. C'est vrai que le paysage est très beau, particulièrement au printemps. Oui, c'est vrai. Particulièrement au printemps, n'est-ce pas? Il y a la montagne. Très coloré. Oui. Voilà. Donc, tu détiens finalement ton inspiration de ton entourage. Voilà, de la nature. De la nature. Alors, Lina, justement, tu as pris cette décision d'éditer ton recueil de poésie. Alors, on rencontre beaucoup de personnes qui écrivent, mais qui n'ont pas forcément le courage de franchir le pas et d'aller vers la poésie, vers l'édition. Donc, ils écrivent, ils cachent ça dans les tiroirs et malheureusement, on ne profite pas finalement de leurs écrits. Alors, comment t'es venue l'idée de te dire, allez, ces poèmes, on va les partager avec le grand public? Alors, j'ai eu la chance d'être encouragée par plusieurs personnes, mes parents, mes grands-parents, mes cousins. Après, j'ai un cousin, il m'a conseillé, Houssine Wahyoun, il m'a conseillé d'écrire un livre. D'accord. Après, on a décidé, on a cherché un éditeur et tout. Après, je l'ai édité il y a quelques mois. Tu l'as présenté? Oui. Et ça s'est passé comment? C'était une belle expérience. J'ai aimé. Oui. Oui. Le contact avec les gens, le contact direct avec les personnes, n'est-ce pas? Beaucoup de questions, beaucoup de curiosité, comme moi aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Voilà, donc d'autres projets à l'avenir maintenant, ça y est, la machine a démarré. Oui, Inch'Allah, notre livre. Un autre livre, Inch'Allah, toujours dans la poésie ou oui, la poésie. D'autres formes? La poésie. Donc tu comptes rester dans la poésie plus tard? Inch'Allah. Donc ce sera pour le bac ou ce sera après le bac? Après le bac. Après le bac. Peut-être un poème sur le bac? Ah oui. N'est-ce pas? En tout cas, Lina, on te dit bravo pour ton recueil. Vraiment très belle parole. On te souhaite beaucoup de réussite. Tu comptes pas, par exemple, à l'avenir, proposer tes poèmes pour être chantés? Oui. Pourquoi si pas? J'en ai la chance. Pourquoi pas? Oui. Ils sont tellement magnifiques. Oui. N'est-ce pas? Une autre forme aussi de les promouvoir, de les exprimer. Oui. Pourquoi pas? Oui. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, Lina. Lina, bravo encore une fois. On te souhaite une très belle continuation. Merci. N'est-ce pas? Et puis, Inch'Allah, beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour ton bac. C'est pour bientôt. Inch'Allah, voilà, merci. Oui. Je fais de la pression de beau matin. En tout cas, ça a été un plaisir, Lina, de t'avoir. Merci. Merci à toi. On remercie aussi Dalioud. Merci pour Dali. Dalioud, le Dracula. Le vampire. Le vampire, voilà. Le vampire d'Hollywood, donc, qui nous a contactés d'ailleurs. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Ça nous fait plaisir, en tout cas, Lina, de t'avoir parmi nous. On te souhaite beaucoup de belles réussites. À très bientôt. Merci. Lina, on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la musique, à l'art et surtout l'impact de la musique, l'impact positif, bien entendu, de la musique sur les enfants. Et c'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à ce sujet. On se retrouve juste après. Khalid
interprète un Chrissy Mouel et Chrissy Sika, sous l'œil bienveillant de son professeur de musique. Un moment de relaxation et d'évasion pour ce petit et ses camarades. Ça déstresse déjà et aussi j'aime bien, j'apprends de nouveaux trucs et j'apprends aussi la culture algérienne parce que quand même c'est important de savoir nos cultures de mon pays. Plusieurs études montrent les bienfaits de la musique et des arts pour les enfants. Au-delà de la relaxation, elle permet de vivre et partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Elle crée aussi une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage, ainsi que les langues étrangères. C'est pour cette raison que Mouloud Laïeb continue à transmettre ses acquis, sa richesse musicale et son savoir-faire avec beaucoup de passion et délicatesse. Donc, mon message pour les parents, c'est de remplacer le portable, le téléphone portable ou l'ordinateur, tout ça, avec cette discipline, cette thérapie. Donc, c'est plus bénéfique pour l'enfant. تعلمت لا فلوت شوية بيانو جيتارة وعود. J'aime la flûte et le piano. J'ai commencé vers 9 ans, la flûte. Ça fait depuis 1 an que je fais de la flûte. Et ça fait depuis... Et j'ai déjà appris 3 musiques qui sont un petit peu difficiles pour moi, mais je les ai quand même appris. Le fruit de son travail est là, avec la création de cette chorale qui fait honneur à l'école et au maître. On a interprété des musiques du patrimoine algérien. Je fais partie de cette chorale créée par mon prof de musique et je suis très joyeuse de participer dans cette chorale. Ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup d'heures de cours, donc quand on a un cours de musique, ça nous permet de s'évader de cet environnement de scolarité et on se distrait un peu. On se change les idées. قم ترى متى نستريح لا دلني شرب العشية. Des notes ou des inqilabat que ces enfants maîtrisent parfaitement aujourd'hui, une façon de préserver notre patrimoine andalou grâce à ces petites mains chargées de talent. Okay. De retour sur le plateau, c'était donc l'importance de la musique dans la vie des enfants. C'était Samia Bouarour qui s'était intéressée à ce sujet et nous allons rester dans le monde de la musique puisque je vous le disais ce matin, depuis hier, il y a eu le lancement de la 23e édition du Festival européen de la musique. Aujourd'hui, c'est la Grèce qui sera à l'honneur au niveau du TNA à partir de 19h. Nous en parlons en compagnie de Giorgio Tenorman. C'est ça? Exactement. C'est ça. Oui, et voilà. Et vous êtes accompagné de Madame Aphrodite. Bonjour. 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 Ça va? C'est très bien. Très bien. Je suis très heureux. Hein? Ah, nous sommes encore plus heureux. Plus heureux. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, la production de Tenorman se fera ce soir au TNA à partir de 19h. Alors, parlons un petit peu du genre musical du groupe. Alors, θα παρουσιαστείς απόψε, η συναυλία είναι απόψε σε 7, να μιλήσουμε λίγο για το είδος της μουσικής. Αυτό που παρουσιάζουμε είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ θετικό. Alors, ce qu'il va présenter ce soir, le spectacle, est vraiment très particulier et il veut donner des signes de positivité. Από την όπερα μέχρι την pop, rock και παραδοσιακή ελληνική μουσική και δικά μας τραγούδια, αλλά και διασκευές. Il va couvrir vraiment un grand éventail de musique, de l'opéra jusqu'à pop rock, progressive, et il y aura des chansons des autres compositeurs, mais aussi ses propres compositions.
D'accord. Alors, on va retrouver un petit peu la musique traditionnelle, la musique populaire de la Grèce. Θα ακούσουμε και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Θα ακούσετε τραγούδια από fameux compositeur grec, comme Μάνος Χατζηδάκης, αλλά όχι παραδοσιακά, ρυθμούς παραδοσιακούς. Alors, il y aura des chansons grecques, des compositeurs qui sont bien connus à l'étranger, comme Manos Khatsidakis, mais ce n'est pas vraiment la chanson traditionnelle. Il y a le rythme quelque part là-dedans, mais ce n'est pas vraiment la chanson traditionnelle grecque. Alors, c'est sa première fois en Algérie? Η πρώτη φορά στην Αλγερία. C'est la première fois. J'espère que ne c'est pas la τελευταία, la dernière. Que ce ne sera pas la dernière, qu'il va revenir. De toute façon, l'Algérie est, comme on dit, elle est sourcée. Donc, quand on vient en Algérie, on est obligé de revenir une autre fois. Όταν ερχόμαστε στην Αλγερία, πάντα ξαναγυρνάμε. Je voudrais visiter Algérie en général. Κατάλαβα, Constantine, Oran, je voudrais. J'espère. Excusez-moi pour mes français. Je ne parlais pas. J'ai appris français hier. Il est magnifique. Hier, j'ai appris. Hier, il a appris. Pour vous, pour le concert, ce soir. Mais c'est magnifique, il apprend vite. Hein? Il apprend vite. Il apprend vite. Et il a fait un grand effort. Ah oui, je vois. Quand même des phrases plutôt correctes, très compréhensibles. Effectivement, bravo. Merci beaucoup. Alors, mais sinon, pour revenir un petit peu au concert, donc c'est la première fois qu'il vient en Algérie. Quelles sont un petit peu ses attentes du public algérien? Est-ce qu'il a eu une idée un petit peu du public algérien, de leur interactivité, surtout avec les artistes? Επειδή είναι και η πρώτη σου φορά στην Αλγερία, ποιες είναι οι προσδοκίες σου από το κοινό εδώ? Έχεις ήδη κάποια εντύπωση από το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει κλπ? Εμείς και εγώ ως καλλιτέχνης και ως γκρουπ έχουμε παίξει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, σε πάνω από 20 χώρες. Alors le groupe, il s'est déjà présenté dans plusieurs pays dans le monde. Je pense qu'il a dit 21 pays. Και είμαστε περήφανοι που πάντα ο κόσμος έχει αντιδράσει πάρα πολύ θετικά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γι' αυτό. Et ils ont eu bien de la chance parce que le public a vraiment eu des retours formidables jusqu'à présent. Et il l'espère. Naturellement, c'est l'agonie. Κάθε φορά υπάρχει αγωνία. Il y a quand même une petite angoisse, il y a le stress. Περιμένουμε να έρθει ο κόσμος για να δει κάτι και διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει και να περάσει ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. On attend qu'il y aura du monde, que les gens vont venir nombreux pour voir quelque chose, pour assister à un spectacle qui est différent de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Nous offrirons, θα προσφέρουμε την τέχνη μας και την αισιόδοξη στάση μας για τη ζωή. Et ils vont offrir en tant que groupe leur art et leur aspect positif de la vie. Voilà. Certainement. Alors j'imagine que le public algérien, il va beaucoup apprécier parce que le public algérien est très connu par, c'est un peu plutôt extraverti, qui aime bien donc les ambiances, n'est-ce pas? Ελπίζω ότι θα σου αρέσει πολύ γιατί γενικά το αλγερινό κοινό είναι γνωστό για την αυθόρμητη συμπεριφορά του και το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά εξωστρεφές. Ήδη γνωρίσαμε κόσμο από χθες που γνώριζε για το φεστιβάλ που βγήκαμε, που ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω μοιάζουν και έχουμε και κοινά πράγματα με τους Έλληνες, δηλαδή βλέπω πάρα πολύ όμορφο και καλό κόσμο έχω γνωρίσει. Alors hier soir, on a fait un petit tour, on est sorti et on a fait la connaissance avec des gens comme ça dans la rue et dans le restaurant où on était. Et vraiment c'était très positif ce qu'il a eu comme retour. Πολύ φιλική. Beaucoup, très amical. Comme attitude et il espère qu'il aura la même chose ce soir. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, alors, est-ce qu'il peut nous faire un petit quelque chose, histoire de nous donner un avant-goût de ce qui va se dérouler ce soir? Θα ήθελες να μας δώσεις μια μικρή γεύση του απόψινου σπεκτάκλ, τραγουδώντας μας κάτι? Βεβαίως. Évidemment, il peut le faire. Τι θέλετε κάτι δικό μου ή κάτι, ό,τι θέλω? Ό,τι εσύ θέλεις. Οκ, να πούμε αυτό. She's real paints my eyes, she's mine, she is mine. I'll be singing all night for my sweet lover's eyes.
she's the soul of the world, for the world. Magnifique. Magnifique, très 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 joli. Mais il chante en anglais. Εξαιρετικό. Τραγουδά στα αγγλικά. Σαν Αγγλέ, Γκρέκ. Ίσως και λίγο peut-être un peu français. Un peu français. Il va essayer. Exceptionnellement. Un petit quelque chose en français. Κάτι στα γαλλικά. Μπορείς να θα τραγουδήσεις κάτι στα γαλλικά. Μπορείς να μας πεις έτσι μερικές νότες στα γαλλικά. Il faut oublier le temps que tu es parfois. Bravo. Le cœur du bonheur. La prochaine fois, ce sera en arabe. Ίσως την επόμενη φορά στα αραβικά. Ah, si, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, ce sera pour le prochain programme. Inch'Allah. Για το επόμενο πρόγραμμά σου εδώ, ίσως να το σκεφτείς στα αραβικά. Si, je peux faire. Ne pas pour moi, je peux να μάθω. Il peut apprendre. Il apprend vite, effectivement. Il a envie d'apprendre. Farsi, je sais farsi, την επόμενη φορά στα αραβικά. Ξέρεις περσικά? Για ένα τραγούδι ήξερα. Il connaît déjà une chanson en perse, en farsi, et il a dit pourquoi pas, je peux faire aussi en arabe. Ce sont des langues que j'aime bien. Marabebous. Voilà. Marabe. I have to remember. Il ne se rappelle plus des paroles, apparemment. Exactement. Voilà. De toute façon, donc rendez-vous pris ce soir à 19h à partir du TNA. Donc, apparemment, c'est un groupe qui est formé, donc c'est un groupe qui travaille en collaboration. Donc, c'est pas un orchestre qui l'accompagne, mais c'est carrément un groupe, n'est-ce pas? Oui. Λέει ότι απόψε θα δώσετε την παράσταση ως ένα groupe. Σωστά? Ναι. C'est pas seulement lui, c'est un groupe. Είμαστε τρεις, nous sommes très, un violon. Oui. Justement, c'était la question que j'allais poser par rapport aux instruments. Un batteur, moi, chanter et piano. Piano. Voilà, donc des instruments plutôt classiques qu'on va retrouver ce soir. Θα είσαστε πιο πολύ σε κλασικό στυλ? Όχι. Όχι. Θα πούμε δικά μας τραγούδια και αυτά που είπαμε, δηλαδή και διασκευές ελληνικές και ξένες. Και David Bowie, Alors, c'est un répertoire varié. Et que vous allez voir ce soir. Ένας συνδυασμός. Ναι, κλασικ, ναι, pas classique. Pas classique, voilà. Il nom me panique at the opera, mais non c'est l'opéra. Voilà, c'est vrai que nous avons l'habitude de recevoir des artistes grecs, mais des artistes grecs qui chantent opéra, c'est la première fois. Donc ça va être une découverte pour nous. Λέει, έχουν ξαναέρθει οι Έλληνες τραγουδιστές, αλλά τραγουδιστές όπερα θα είναι η πρώτη φορά που θα ακούσουν. Ναι. Okay. Belle réussite pour ce soir. Καλή επιτυχία για απόψε. J'espère que tu viens, vous viens ce Avec soir. Plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on rappelle, rendez-vous pris pour ce soir, 19h au niveau du TNA. Merci beaucoup à vous, Madame Aphrodite. 7h. 7, c'est ça, 19h, 7h. C'est ça, 7h du soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ténorman, Giorgio Ténorman. Voilà. Merci à vous, merci à vous, Madame Aphrodite, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, nous allons aller à la visite de l'exposition d'un des grands artistes algériens, Monsef Guetta, Evanescence. Et c'est Feria El Hamdi qui a fait la couverture et on se retrouve juste après. C'est à la galerie d'art Ez-Zouar que nous avons rencontré Monsef Guetta, un artiste peintre, sculpteur et poète, un docteur en biologie qui a goûté très tôt à la magie de l'art. Eh bien, c'est une vieille histoire d'amour entre moi et la peinture, depuis l'enfance pratiquement. J'ai toujours pratiqué le dessin, la peinture, et depuis ma retraite anticipée, je m'adonne 100% à la peinture et à la poésie aussi. Voilà, je suis un natif d'Annaba, natif en 45, et voilà, mes études à Annaba, ensuite les études d'Alger, etc., la biologie, ainsi de suite, et voilà. Et on atterrit au niveau de la peinture
ce qui est à la fois un plaisir et aussi une thérapie. En tout cas, Monsaf Guita ne s'est jamais détourné de ses premiers amours artistiques et le chevalet. La palette de couleurs, le bois ont toujours été présents. Je l'ai intitulé Évanescence parce que j'avais disparu un peu de la scène artistique depuis 3 ans. Mon avant-dernière exposition étant celle du Palais de la Culture avec l'Aïd Korb el-Khir, c'est Mustafa Addan. Et depuis, donc, j'ai disparu de la scène et je réémerge maintenant au niveau de la galerie Zouar sur invitation de la gérante de la galerie, Amel. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelée Évanescence, parce qu'elle me permet de reprendre un peu, un peu d'oxygène au niveau de la scène artistique. L'artiste sobre et discret a fini par se consacrer pleinement à son art pour notre grand plaisir. Ce sont des thèmes qu'on ne peut pas éviter. Ce sont les problèmes d'abord de la ville, la cité ancestrale, telle que la Kasbah, la cité de nos aïeux, de nos grands-pères, le milieu environnant, c'est-à-dire la nature aussi, les arbres. Mon deuxième thème de préférence, ce sont les arbres. Et enfin, les tourments un peu de l'être humain. Derrière sa peinture, il y a beaucoup de sensibilité, ainsi qu'une préoccupation culturelle et historique. Mais il n'y a pas que cela. Il y a un travail sur la nature qui est revisité pour être présenté sous un angle de curieux qui prospecte les choses les plus petites. Guita reste attaché à une modernité classique et son œuvre s'inscrit dans une démarche stimulante pour l'esprit. De retour sur le plateau, c'était donc une exposition Évanescence de Monsaf Guita qui est d'ailleurs toujours d'actualité, et c'est Fariha El-Hamdi qui s'était intéressé. Et nous allons rester dans le domaine de l'art, de l'artisanat, puisque une très très belle exposition nous est promise à partir du 23. Je te fais beaucoup de pression, hein. Je te fais beaucoup de pression. Hein. Exactement. À partir du 22, l'organisatrice est parmi nous. Pardon. Ce matin, Lydia, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Lydia? Très bien. Très bien, bah oui, quand il y a un événement, on peut être bien. Très bien. On peut être que très bien, et cette fois-ci, c'est un peu particulier. Oui, c'est pas n'importe quelle date. Voilà. Donc, on a organisé cet événement en collaboration avec l'organisme étatique qui va célébrer la journée nationale du tourisme. Donc, pendant 4 jours, on va faire, quand on parle du tourisme, on ne peut pas ne pas mettre en évidence l'artisanat. Ça va de soi. Ça va de soi, c'est de pair. On ne va pas dans un pays pour juste dormir. On découvre le pays, sa culture et son artisanat. Voilà. Donc là, on ne peut pas ne pas marquer le coup avec un événement pareil. Et bien sûr, à chaque fois, on essaye de faire du mieux en mieux, ramener des artisans les plus typiques du pays. Et là, je vous assure que ce sera la meilleure de ma vie, je pense. Hein. Ce sera une sélection incroyable. C'est ce qu'elle nous dit à chaque fois. Hein. C'est ce qu'elle nous dit à chaque fois. À chaque fois, on améliore. Voilà, effectivement. À chaque fois, on déniche des pépites. Voilà. À chaque fois, j'essaye. Alors justement, Lydia, parlant de pépites, tu nous as ramené une pépite aujourd'hui. Exactement. Tu nous as ramené une pépite aujourd'hui. Il s'agit de Hind Sassa. Hind, bonjour. Bonjour, je suis contente d'être ici. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. On est aussi heureux de vous recevoir. Merci. Donc, je fais des accessoires en pâte polymère. C'est ce que vous portez, oui, bah oui, très inspiré de la Grèce un petit peu pour justement faire honneur à l'événement, donc le Tourism Day. Et donc, j'essaye de faire découvrir un petit peu la pâte polymère aux gens parce que c'est pas tout le monde qui connaît forcément.
Et voilà. Ça c'est nouveau, hein, la pâte polymère. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'on en parle? Ouais, un petit peu plus, mais ça commence à être plus démocratique. Voilà. Mais voilà, il y a l'une de ses talents avec nous. Ouais. Bah voilà, je suis contente. C'est très manuel, hein, la pâte polymère. Hein. Oui, c'est comme une pâte à modeler en fait que vous travaillez, puis qui cuit au four. Donc vous créez vos propres couleurs, vos propres motifs, et puis c'est de la mini-sculpture. Ouais, exactement, c'est de la mini-sculpture, effectivement. Tout à fait. Donc là, nous avons quelques modèles que vous avez. Donc je fais principalement des boucles d'oreilles. Vous avez celle-ci que j'aime beaucoup. Ah, je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Ouais. Il y a de la peinture par-dessus ou ouais, Haddock, ferme de la peinture, ouais. Voilà. Donc ça dépend. Vous avez personnalisé, ça aussi, accessoirisé. La mini-sculpture. Là, il y a les photos de l'événement. Oui. Voilà. Ouais. Ah oui, ça c'est très minutieux. Hein. Oui. Vous travaillez avec des moules ou ça dépend en fait. C'est comme des emporte-pièces et puis vous avez aussi des moules. Je parle de ces petites roses là. Non, c'est fait main, donc c'est sculpté pétale par pétale et ouais. Voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment fait à la main. Oui. Donc vous n'utilisez pas de moule? Non, pas pour ça. Non. Pas pour ça. Voilà, donc c'est très très minutieux. Hein. Je vous remercie. Et après, j'imagine que ça va rester des pièces uniques. Non, c'est faisable. Si vous voulez un modèle, par exemple, Adjebekad le modèle, et que vous le voulez en rouge, en violet, ou là, c'est faisable. Ouais. D'accord, parce que ça paraît un peu plus simple, mais ça, on a l'impression que c'est... ça va se ressembler, mais ce sera jamais pareil. C'est sûr. Voilà, ce qui est manuel, généralement, ça c'est jamais pareil, effectivement. Alors, bravo, hein, c'est très joli, très... Et donc, pour en revenir à l'événement, avec Lydia, c'est une très belle découverte pour moi. Donc, elle m'a donné la chance cette fois-ci. C'est votre première participation? Oui, avec Lydia, oui. Et je sais que ça va bien se passer. C'est une personne très sérieuse. J'ai adoré son professionnalisme. Machallah, vraiment. Voilà, et j'imagine, c'est réciproque. Merci. J'imagine, c'est réciproque, n'est-ce pas, Lydia? Oui, je choisis les participants de notre événement. Donc, on sera Nawel, Mena et moi-même pour l'organisation de cet événement. On les choisit, on essaye de créer toute une famille artistique et on essaye de s'encourager. Le choix est sur plusieurs critères, bien sûr. La façon de faire. Moi, j'aime bien les personnes qui se donnent à fond dans leur réalisation. C'est pas juste du commerce. C'est pas faire juste pour faire. Il y a toute une histoire, il y a tout un travail derrière. J'aime bien aussi les bonnes ondes, les personnes qui ont le même état d'esprit. Oui. Qu'on soit solidaire. Pour moi, c'est très important de réunir des personnes avec le même objectif, c'est qu'on avance ensemble. Voilà, effectivement. Et justement, Lydia, donc les nouveautés déjà par rapport aux 2 dernières éditions. C'est un nouveau groupe. Voilà, c'est un nouveau groupe. C'est un nouveau groupe. C'est un nouveau groupe, effectivement, mais par rapport j'ai envie de dire, l'animation au niveau de l'exposition elle-même. Donc, je pense que durant les 2 dernières éditions, tu es passé un petit peu aux ateliers. Donc, vraiment initier les visiteurs à toucher carrément, à vivre ce moment que les artisans vivent avec leur matière première. En fait, tout dépend des lieux. Il y a des lieux qui nous permettent carrément de s'éclater artistiquement. Là, on nous donne la possibilité de faire des ateliers. Il y aura des ateliers donc, pour les enfants avec le plasticien Nordin Hemmouch. Donc, bien sûr, il est là dans le partage. Il va y avoir des ateliers bijoux. Il va y avoir des ateliers... 99 ans. Tout âge. D'accord. Alors, pour la dernière édition, on a fait des ateliers pour enfants. On s'est retrouvés avec des adultes. Ouais, donc là, on s'est dit cette fois-ci, il n'y a pas de limite. Vous vous êtes retrouvés avec les grands-enfants. Hein. Avec des grands-enfants, ça leur a tellement plu. Ils étaient tellement à l'aise. C'était une belle occasion pour eux de toucher la matière, de faire de la peinture, faire des bijoux. Cette fois-ci même, on a rajouté l'art floral. Oui. Donc, venez. L'accès est ouvert à tous. Venez en famille. Vous allez vous changer les idées. C'est une expo vacances, comme je dis. Oui. C'est directement avec de l'espace. C'est convivial. Les artisans viennent de différentes wilayas. Justement, c'était la question que j'allais te poser. Du moment que c'est un nouveau groupe. Oui. Donc, finalement, les objets qu'on va retrouver, les objets artisanaux qu'on va retrouver, ça va toucher un peu à quoi? Il y a des pièces. Alors, c'est incroyable. Chaque événement
il y a une âme qui sort un petit peu plus que les autres. La première édition, c'était surtout le culinaire. Oui. Cette fois, la dernière édition, c'était petit objet d'artisanat. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'artistes peintres, de céramistes. Il va y avoir du prêt-à-porter. Ce sera très riche. Il y a aussi toujours du chocolat. Il va y avoir avec nous Maison Lagrange avec des pots de rillettes de foie. Ça va être pour les gourmands, pour les amateurs d'art, pour les amateurs d'art plastique, pour les amateurs de l'artisanat pur. Et bien sûr, avec de très jolies finitions, vous allez avoir affaire à l'artiste lui-même, pas au vendeur. Donc, ce sera des prix ateliers. Effectivement. Pour ceux qui vont venir le jour de l'inauguration à 11h, les 50 premières personnes vont avoir un très beau cadeau pour les remercier d'être venus nous encourager. Nous, on fait toujours ça. Également, les gens pourront s'inscrire à la tombola. Il y a 50 cadeaux à gagner. En fait, on est là non seulement pour montrer ce qu'on sait faire, pour célébrer cette journée importante, et aussi pour faire passer un bon moment à tous ceux qui vont venir nous voir. Voilà, c'est surtout l'objectif principal. En tout cas, Lydia, belle réussite encore une fois pour cette Merci. édition. On rappelle du 22 au... Du 22 au 24. Du 22 au 24. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de 11h à 19h. Vous pouvez venir voir, avoir plus d'informations sur ma page L'éclat de verre ou Lydia Ladjouzi. Vous allez avoir tous les détails. C'est déjà complet. Oui. Donc, pour cet événement, donc si d'autres personnes veulent faire partie de cette équipe-là, qui me contactent à l'avance ou qui viennent directement me voir à notre événement, les Sables d'Art. Les Sables d'Art, voilà. En tout cas, merci beaucoup Lydia Hind. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite une très très belle continuation. Donc, c'est Gradulé, voilà, la marque sur Instagram. Voilà. Et puis, on vous souhaite une très très belle réussite pour cette exposition et puis pour le reste. En tout cas, merci beaucoup.